Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de pouvoir, de stratégie, de règles invisibles. Mais il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Le pouvoir sans direction ne crée rien. Comprendre les règles du jeu, comme dans les 48 lois du pouvoir, te protège et te positionne. Mais aujourd'hui, on va plus loin. Le pouvoir te permet de ne pas être dominé, mais la richesse te permet de choisir. Si tu maîtrises les lois du pouvoir sans discipliner ton esprit, tu restes dépendant du jeu des autres. Réfléchir différemment, c'est la première forme de liberté. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre avec une promesse assez folle. Révéler les secrets de la fortune. Alors comment est-ce qu'une simple idée, une pensée, peut se transformer en richesse bien réelle? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour commencer, rien de mieux que cette citation de l'auteur lui-même, Napoléon Hill. Elle résume tout en fait. C'est le point de départ absolu. Une idée. C'est tout. C'est là que tout commence. Mais d'où vient cette idée? Eh bien, tout part de cette question fondamentale. Une question qui a obsédé Napoléon Hill au point de lui faire consacrer 20 ans de sa vie. Oui, 20 ans. Et ce n'était pas une petite recherche personnelle, non. La mission lui a été confiée par une légende, Andrew Carnegie, qui était à l'époque l'un des hommes les plus riches du monde. Le défi que Carnegie a lancé à Hill était colossal. Il lui a dit en substance « Va voir les 500 plus grandes réussites de ce pays. Des gens partis de rien. Et trouve le point commun. Trouve la formule, la recette secrète du succès que n'importe qui pourrait utiliser. » Franchement, imaginez l'ampleur de la tâche. Alors, après ces 20 ans de recherche, qu'est-ce que Hill a trouvé? Le grand secret, ce n'était pas un truc de famille, un diplôme prestigieux ou un capital de départ. Non. Le secret, c'était la maîtrise de son propre esprit. La force de la pensée. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais on va voir une histoire qui illustre ce principe de manière spectaculaire. Voici Edwin C. Barnes. Ce type n'avait objectivement rien pour lui. Pas un sou en poche, il ne connaissait personne d'important, il avait même l'air d'un vagabond. Mais il avait une seule chose qui valait tout l'or du monde. Une obsession. Un désir brûlant de devenir l'associé de Thomas Edison, le grand inventeur. Et ce qui est fascinant, c'est que Thomas Edison lui-même l'a vu. Il a regardé au-delà des vêtements usés de Barnes. Il a vu cette flamme, cette certitude dans son regard. Edison a dit plus tard qu'il avait compris qu'un homme qui désire quelque chose à ce point finit toujours par l'obtenir. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. L'histoire de Barnes nous amène tout droit au premier grand pilier de la philosophie de Hill, le désir. Et attention, on ne parle pas d'une vague envie, d'un petit souhait, non, on parle d'un désir ardent, d'une obsession presque, pour un but bien défini. Le livre insiste vraiment sur cette différence. Souhaiter être riche, ça ne coûte rien et ça ne rapporte rien. Mais avoir un désir ardent, c'est autre chose. C'est être prêt à tout miser sur cet objectif, à brûler les ponts derrière soi pour ne pas avoir d'autre choix que de réussir. C'est une force de la nature. Et pour bien enfoncer le clou, le livre nous raconte une autre histoire, en miroir de celle de Barnes. C'est l'histoire de l'oncle de Darby. D'un côté, on a la persévérance qui paie. De l'autre, l'abandon. Cet homme cherchait de l'or. Il a creusé, creusé, et il a abandonné. Il a tout vendu pour une misère. Le nouveau propriétaire a juste continué à creuser 1 mètre plus loin, et il a trouvé un filon gigantesque. 1 mètre. La leçon est brutale. Bon, c'est bien beau tout ça, le désir, la persévérance, mais comment faire concrètement? Eh bien, il ne laisse pas les gens dans le flou, il propose une méthode, un plan d'action en 6 étapes très précises. Premièrement, il faut fixer le montant exact d'argent désiré. Pas beaucoup d'argent, non, un chiffre précis. Deuxièmement, déterminer ce qu'on est prêt à donner en échange. Rien n'est gratuit. Troisièmement, établir une date butoir. Quatrièmement, créer un plan et démarrer. Tout de suite. Cinquièmement, tout mettre par écrit. Et enfin, 6e étape, lire cette déclaration à voix haute matin et soir en essayant de se voir et de se sentir déjà en possession de cet argent. Mais l'exemple le plus poignant, le plus incroyable de tous, il ne vient pas d'un millionnaire interviewé. Il vient de la vie même de Napoléon Hill. Une histoire personnelle qui montre que ce principe dépasse de loin la simple question de l'argent. Imaginez, son fils naît sans oreille. Les médecins sont formels, il sera sourd à vie. Mais Hill refuse ce verdict. Il se met en tête que son fils entendra. C'est son désir ardent. Pendant toute son enfance, il lui insuffle cette conviction. Et puis, un jour, le petit découvre qu'il peut entendre la musique en sentant les vibrations avec ses os, ses dents. Des années plus tard, à l'université, un nouvel appareil auditif est inventé. Et là, miracle, ça marche parfaitement. Son fils entend pour la première fois. Il a tellement été marqué par cette expérience qu'il a dédié sa vie à aider les malentendants.
Il a transformé ce qui aurait dû être un handicap insurmontable en sa plus grande force. C'est vertigineux. Après le désir vient le deuxième pilier essentiel, la foi. Si le désir est le moteur, la foi, c'est le carburant. C'est ce qui donne au désir la puissance de se concrétiser. Et attention, quand il parle de foi, il ne parle pas forcément de religion ou de mysticisme. Pour lui, la foi est un état d'esprit. C'est quelque chose qui se construit, qui se cultive, notamment par la répétition d'affirmations positives, ce qu'il appelle l'autosuggestion. Il compare le subconscient à un jardin fertile. Ce jardin ne fait pas la différence entre une bonne graine et une mauvaise herbe. Il fait pousser tout ce qu'on y plante. Si on y plante des pensées de succès, de courage, de foi, il va travailler pour les transformer en réalité. Mais si on y laisse germer la peur, le doute, l'échec, il les fera pousser tout aussi bien. Le subconscient ne juge pas, il agit. Alors, un exemple de cette foi en action, mais à une échelle gigantesque, l'histoire de la création de US Steel par Charles M. Schwab. C'est un cas d'école. Schwab avait une vision, créer un trust de l'acier, un géant industriel. Il a eu l'occasion de présenter son idée lors d'un dîner avec les plus grands financiers de l'époque, y compris le redoutable JP Morgan. Et apparemment, son discours était tellement empreint de conviction, sa foi en son projet était si palpable, si contagieuse, qu'il a littéralement hypnotisé son auditoire. JP Morgan, qui avait refusé des projets similaires avant, a été complètement conquis. L'idée seule, portée par cette foi, a suffi à unir toute une industrie. Et le résultat en chiffres, l'organisation de ces entreprises, sous cette seule idée, a créé une valeur estimée à l'époque à 600 millions de dollars. C'est la démonstration la plus claire possible. Une pensée, une simple idée, mélangée à une foi absolue, peut se matérialiser en une fortune colossale. On commence à le comprendre donc. Le secret dont parle le livre n'a rien à voir avec une formule magique ou un coup de chance. Tout se passe à l'intérieur. C'est le pouvoir de prendre le contrôle de ses propres pensées. Il y a ce vers célèbre du poète William Ernest Henley « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». C'est une très belle phrase, mais il va plus loin. Il nous explique le mécanisme qui se cache derrière. Pourquoi est-ce que c'est vrai? La raison est simple, parce qu'il est possible de contrôler ses pensées. Et selon il, notre cerveau agit comme un aimant. Il se magnétise avec les pensées qui nous dominent le plus. Si ces pensées sont axées sur la richesse, la réussite, alors notre esprit va attirer les personnes, les circonstances, les opportunités qui vibrent sur la même fréquence. Voilà donc le système dans son ensemble. Un désir ardent qui donne la direction, une foi inébranlable qui donne la puissance, un plan précis pour ne pas naviguer à vue, la persévérance pour surmonter les obstacles, et le tout orchestré par une pensée contrôlée et focalisée. Chaque pièce du puzzle est essentielle. Et tout ça nous ramène à une question finale, une question très personnelle que ce livre nous renvoie en pleine figure. Au fond, quelle est la pensée qui domine notre esprit au quotidien? Sur quoi se concentre-t-on le plus? Parce que si on suit la logique de Napoléon jusqu'au bout, c'est peut-être là que se trouve la clé de tout le reste. Comprendre les principes, c'est une chose. Les appliquer, c'est ce qui change réellement une trajectoire. Le livre dont nous venons de parler, Réfléchissez et devenez riche, ne se lit pas comme un simple livre, il se travaille. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai décidé d'offrir l'accès au livre à ceux qui passent à l'action. Abonne-toi et active la cloche et écris rush en commentaire. Ce n'est pas une promesse de richesse facile, c'est une invitation à penser différemment. Le reste dépendra de ce que tu feras après cette vidéo. Le visionnaire.